3 heures de débat et de mise en scène des idées sur lesquelles vous avez déjà débattu. Il ne s'agit pas de faire une synthèse, il ne s'agit pas d'être complet, il s'agit que chacune et chacun d'entre vous, au terme de ces 24 heures de réflexion, puissiez repartir, et ça ce serait vraiment une réussite, avec au minimum une idée, un petit caillou dans la chaussure, ce qui va vous gratter en partant. Ce sur quoi, en réalité, et ça ce serait exceptionnel, ce sur quoi vous allez pouvoir réfléchir et éventuellement amender vos comportements, ceux de votre entreprise, ceux de vos salariés, dans les jours, dans les mois, dans les semaines à venir. Si nous parvenions à obtenir ce résultat-là, vraiment, ce serait une furieuse réussite. C'est ce que je nous souhaite. Il n'y a jamais loin de l'ambiguïté à la synthèse. Ne vous dites pas, on partira d'ici avec des idées ultra claires, ce n'est pas vrai. Chaque idée aura son anti-idée, et c'est tout à fait normal. Elle aura sa contradiction, elle aura ses amendements. Sur la façon de procéder, pour que tous nous puissions échanger au maximum, puis-je vous demander non pas d'être court, mais d'être clair. Et quand on est clair, on n'a pas besoin d'être long. C'est donc une discipline de la pensée. Et je vais vous demander cela, non pas en vous disant « il me stresse, je dois être court », ne regardez pas votre chrono. En revanche, précisez bien votre pensée avant d'articuler les mots et les propos dont nous avons besoin pour vous comprendre. Ça, c'est l'essentiel. Après, vous connaissez les règles du jeu de ce genre d'événement, c'est-à-dire respect ne veut pas dire absence de passion. Passionnez-vous, défendez vos idées, vos points de vue. Vraiment, c'est ici et maintenant. Et nous avons besoin de ce challenge, nous avons besoin de ces poils à gratter pour grandir. Je vous souhaite 3 heures merveilleuses et constructives. Dernier point, j'aime citer Jean-Jacques Rousseau à ce stade des débats. J'avoue, c'est une lettre qu'il envoie à l'une de ses amantes. J'avoue avec plaisir que, faute de choses savantes, je suis réduit à n'en dire que de raisonnable, et je n'envie à personne le profond savoir qui n'engendre que des écrits inintelligibles. Autrement dit, parlons utile, ne parlons pas trop savant, et nous nous comprendrons bien. Allons-y, parmi les différentes tables, voici comment nous allons procéder. Si vous le voulez, il y a vraiment des lignes directrices transversales qui vont nous permettre de bondir d'une table à l'autre sur les mêmes thèmes, ce qui n'empêchera pas évidemment un certain nombre de tables de pouvoir intervenir et aux autres qui ne sont pas directement concernés de se mêler au débat. Commençons, si vous le voulez, par l'État. Soyons réducteurs et assassins. Donc les deux idées phares, en fait, c'est si l'État était une entreprise, le constat que j'en ferai aujourd'hui, c'est qu'elle serait à un état de cessation de paiement, donc dans l'obligation de déposer le bilan. Ça, c'est la première idée forte. Et la deuxième est qu'il y a un immobilisme au sommet de l'État lié au fait que les hauts fonctionnaires, nous semble-t-il, sont là plus pour maintenir l'existant que pour faire avancer le navire. Question, quelle était la table qui avait en charge les perspectives de l'État? Oui, alors j'ai une question pour vous. Est-il possible, en dépit de l'immobilisme de l'État, que l'entreprise elle-même puisse avancer? Avez-vous débattu de ça? L'entrepreneur, je repose ma question, l'entrepreneur peut-il avancer en dépit d'un immobilisme que vous sanctionnez au plus haut sommet? Oui, donc Émeric Narcimol, le groupe Safran. Oui, avec le risque, comme tout chef d'entreprise, parce que notre loi est tellement compliquée, d'être un délinquant en col blanc, qui ne le sait pas d'ailleurs. Et moi, quand souvent je voyage en avion entre une ville de province et Paris, j'ai un proc à côté de moi et je leur dis, vous savez, un jour vous allez me coffrer. Parce que de toute façon, si on respecte toutes les lois, on ne parle jamais rien. Et donc, je suis certainement un bon délinquant en col blanc, mais sincère. Et pour l'intérêt de ma boîte. Alors, Inch'Allah.
J'ouvre à tout le monde la perspective. J'aimerais des témoignages. Est-il exact que pour progresser, l'entreprise doit absolument être délinquante? Je vous écoute. Allez-y, je veux bien du témoignage, je vous en prie, témoignage. L'État est donc un frein, j'aimerais du témoignage. Oui, il est un frein, d'ailleurs je suis un délinquant, j'aimerais. Je pense qu'il y a vraiment une caractéristique française, c'est que nous avons beaucoup plus de réglementation et nous avons beaucoup moins de facilité à innover, à lancer des choses nouvelles que dans les autres pays. Je prends un seul exemple sur les services financiers nouveaux, par exemple, alors que Londres a autorisé une trentaine de sociétés à se lancer dans cette activité, la France n'en a autorisé que 3. Donc on est obligatoirement, si on veut avancer, en situation de délinquance. Et moi, je suis délinquant puisque j'ai créé au Luxembourg une société que la France n'a pas voulu approuver. Et du coup, nous sommes un peu hors la loi par rapport au système français. Attendez-moi, j'arrive à cette procureur. Merci beaucoup pour votre témoignage. J'aimerais m'adresser à tous les autres. Oui, je vous en prie, monsieur. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Merci. Christian Cancé, on est dans le bâtiment et on est des délinquants. Tous gens des bâtiments sont des délinquants. Si on veut un conducteur de travaux, un jeune ingénieur qui sort d'école, un conducteur de travaux, je crois qu'il va faire 35 heures, on lui explique que c'était 38. Oui. Bon, et en réalité, pour faire ce métier, ça va là? Pour faire ce métier, c'est à peu près 50 heures par semaine pour quelqu'un qui se démerde bien encore, parce qu'il faut être de bonne heure le matin, et il faut y être souvent le soir, un petit peu plus tard, et puis il y a des réunions, il y a de la distance, il y a des chantiers à droite à gauche. Et ces gens-là, on les perd en conséquence, mais officiellement, ils font 38 heures par semaine. Donc nous sommes des délinquants, et puis on a des cons, excusez-moi, qui vont après voir la CGT, truc machin, pour dire « Ouais, mais moi je fais 50 heures, je fais 30 heures par semaine, alors que je suis payé sur la base de 38, alors qu'on est bien d'accord au départ que leur salaire correspond à ces heures supplémentaires, etc. Mais ce n'est pas dit, parce qu'on ne peut pas le dire, parce qu'après il y a du repos compensateur, il y a des ci, il y a des ça, et on ne peut pas s'en sortir. Donc nous sommes délinquants tous les jours à ce niveau-là. Et on a tous les jours le risque de se retrouver au prud'homme, avec même 10 ans après, parce que c'est comme ça. Merci beaucoup pour vos témoignages. Y a-t-il encore un témoignage à recueillir? Non, j'aimerais dans ce... Oui, je vous en prie, monsieur. Il y a pas mal... Max Moreau. Il y a pas mal d'années, j'étais dans une commission du plan et Edgar Faure avait sorti une idée très intéressante. Il considérait que le système législatif français devait être comme un carburateur, une cuve à niveau constant. C'est-à-dire que chaque fois qu'on sortait une nouvelle loi, il était important d'en supprimer une autre. Et de façon à garder, ça a été complètement oublié, un niveau constant au niveau législatif. Ce qui aurait allégé considérablement le total législatif et qui nous aurait permis de travailler plus facilement. Merci beaucoup pour ces témoignages. Étape suivante que j'adresse à Hans Wismar. Dans son livre 15, Montaigne dit ceci: l'émanation d'un système juridique est une émanation qui provient d'un peuple, d'une culture, à un moment donné. Comment est-il possible que des chefs d'entreprise nombreux, et ils ne sont ici qu'une petite centaine, puissent se plaindre ainsi d'un système juridique qui, disent-ils, nous oblige à enfreindre les lois pour pouvoir continuer à économiquement être dans le coup? C'est lourd. Non, je pense que depuis toujours, il y a une sorte de contradiction quasiment insurmontable entre l'initiative et la régulation. Alors, on a besoin des deux. Toute communauté humaine a besoin de règles. Sinon, c'est le Far West. Seulement, les règles, une fois qu'elles sont établies, étouffent progressivement l'initiative. Alors, il y a dans les marges du système juridique, qui n'est pas forcément la même chose que les règles administratives, parce que ça s'empile. Eh bien, tout cela est, à partir d'un certain moment, est inévitablement un frein au développement. Et en latin, comme moi, je m'intéresse évidemment toujours à l'Antiquité, puisque les choses viennent de là, à Rome, on distinguait avec précision deux concepts de capacité. L'un
Potentia, puissance. Pardon. Oui, c'est ça. Désigner donc tout ce qui, dans la nature humaine, était capable de faire avancer, d'augmenter, de rendre plus vigoureuses les choses. Tandis que l'autre terme, potestas, désignait le pouvoir conféré à ceux qui étaient là pour freiner. Hein? Ce sont les fonctionnaires, ce sont ceux qui, investis par l'État, doivent, d'une certaine manière, domestiquer la sauvagerie naturelle de la nature humaine. Il y en a, je dirais, une sorte de paradoxe ou de contradiction insurmontable. Et dans l'histoire, on a des situations où l'initiative, c'est la potentia, l'emporte sur la potestas, et puis il y a des situations où, au contraire, c'est le formalisme de la puissance publique, à travers les règles juridiques et administratives, qui l'emporte. C'est un délicat équilibre, et ce que venait de dire Max Moreau, je trouve formidable, et Carfor avait cette intelligence subtile. Supprimer une loi quand on promulgue une loi, ça fait signe vers le nécessaire équilibre entre l'initiative et la règle. Je ne peux pas dire mieux. Merci beaucoup. Alors, il se porte. Oui, je voulais faire à peu près le même genre d'intervention, mais beaucoup moins pédagogique. J'avais envie de dire, et si les règles, on s'en fout? Je m'appelle Pierre Lassaussa. Et si on s'en foutait des règles, certes, un cadre, il ne va pas faire 35 heures. Si tu te brûles avec lui, il va te mettre au prud'homme. Et alors? T'en fous? Si tu as bien gagné de l'argent sur lui pendant un moment, ça revient à la prime. On s'en tape. Le fait, les règles, il y en a qu'on peut respecter, il y en a d'autres, à un moment donné, il faut aller un peu en touche. Mais il faut être agile. Mais effectivement, une démocratie ne peut pas fonctionner sans ça. Alors maintenant, on critique toujours la France. La France. Est-ce que c'est vraiment mieux ailleurs? Vous prenez l'exemple de Londres. La délinquance financière, c'est quand même la plus forte d'Europe. Si c'est ça qu'on veut prendre comme modèle, je ne sais pas si c'est un meilleur modèle. Je ne vais pas faire le défenseur, je vais dire, du gouvernement actuel. Non plus. Mais pourquoi pas faire aussi l'avocat du diable? Est-ce que c'est mieux l'Afrique? Hein? Est-ce que c'est mieux l'Asie? Ou c'est la corruption qui domine le monde? Alors, je ne sais pas, peut-être trop de règles, c'est pas bien. Mais pas de règles, c'est pas bien non plus. Alors, on rêve toujours à quelque chose de parfait. On est français, on est toujours en train de râler. Et si on se disait que c'était pas si mal, et qu'avec ça on se démerdait. Et comme je vois qu'ici on débrouille pas si mal, donc on pourrait simplement regarder la bouteille à moitié pleine et arroser ça tout à l'heure. Hein? C'est ça le carburateur d'Edgar Faure. Moitié pleine, moitié vide. Non, juste une petite remarque, parce que songez à la circulation. Dans une ville comme Le Caire, que je connais à peu près, où personne ne respecte les règles, on n'avance pas. Et la difficulté qui naît d'une régulation